Mesdames, Messieurs, bonsoir, Erev Tov. On est très content de se retrouver grâce à Midreshet Yehuda Manitou. Comme chaque semaine, on a le plaisir d'écouter les enseignements du Rav Shmuel Uziel. N'hésitez pas à venir, c'est le mardi à 18h30 en Israël, 17h30 en France. Donc faites l'effort d'être là sur le Zoom pour continuer. Et on continue dans les écrits de Manitou. Et c'est le deuxième partie sur l'identité juive selon les écrits de Manitou. Bechavod Arav. C'est bon, on m'entend? Erev Tov? Tout le monde m'entend? C'est bon. OK. Alors, la semaine dernière, on avait vu comment Manitou s'était posé le problème de savoir s'il n'y avait pas problème à se demander ce que c'est que l'identité juive. Et que d'une certaine façon, si on se demande ce qu'est l'identité juive, nous disait Manitou, eh bien, en fait, c'est peut-être parce qu'on l'a déjà perdu, ou bien parce on n'est plus tout à fait rattaché à cette identité. Dans un deuxième passage maintenant, qui est donc après le premier questionnement dont il nous avait parlé, et donc, comme je disais, donc il parlait de l'anormalité du fait qu'on se pose cette question, et il nous demande, voilà, pardon, et voilà dans le texte que vous avez maintenant devant vous, Manitou va maintenant nous proposer une seconde question encore beaucoup plus, j'aurais pu dire, pointue et évidente, peut-être, que la première. En effet, la première question était, est-ce que s'il n'est pas anormal de poser la question de l'identité juive? C'est ce qu'il avait dit ici, le fait que nous nous posions une telle question est en lui-même anormal. Et il y avait donc la semaine dernière quelqu'un qui avait assisté, Yosef, qui avait assisté à cette conférence en 1962, qui nous avait dit qu'effectivement il avait parlé du Stam Yehudi et il nous avait parlé aussi de Robert Mizrahi. Et donc effectivement c'est quelque chose qui est une question, mais peut-être pas autant que celle qui va venir maintenant. Dans la question suivante, vous allez le voir tout de suite, c'est ce qui est ici la deuxième remarque de que fait Manitou. Voilà ce qu'il se demande. Il nous demande la chose suivante, en fait. Il nous demande, est-ce qu'il ne faudrait pas éviter soigneusement, j'espère que c'est assez grand, que c'est assez large, je vais peut-être l'élargir un peu, peut-être encore, voilà. Il demande, pardon, ne faut-il pas éviter soigneusement, pardon, toute définition théorique qui risquerait d'exclure, de par la définition, la signification des termes employés, tel ou tel individu qui se réclamerait malgré tout de l'identité juive. Dans cette phrase, ce que veut dire Manitou, c'est la chose suivante. Si nous voulons définir ce qu'est l'identité juive, dit Manitou, il va falloir faire attention à quelque chose d'extrêmement important, à savoir donner une définition, on le sait depuis Aristote, ça consiste à prendre quelque chose de général, global, puis d'opérer une différence entre cette généralité et le reste des généralités. C'est comme ça qu'on définit. Par exemple, l'exemple que donne Aristote lui-même, il dit qu'est-ce que c'est qu'un homme? Eh bien, un homme, c'est un animal qui parle. Donc, quand je dis c'est un animal, c'est une généralité, c'est un genre, le genre des animaux. Quand je dis qui parle, je restreins à l'intérieur de ce genre global et général à ceux qui sont capables de parler, ceux qui sont doués de parole. Donc, à chaque fois, ce que l'on fait, c'est que pour définir quelque chose, on est obligé de exclure une partie de la généralité afin de ne préserver que ceux qui font partie de la définition. Et donc, Manitou nous demande, il faut éviter soigneusement toute définition théorique. C'est-à-dire, vous me demandez qu'est-ce que c'est que l'identité juive? Manitou nous répond, je suis bien embêté à vous le dire parce que il se pourrait bien qu'en fait, aucune définition ne pourrait convenir à ce que c'est que l'identité juive. Parce que dans la définition même de ce qu'est l'identité juive, je dois nécessairement exclure hors de la définition que je donne tous ceux qui n'en font pas partie. Et vous allez me dire, et alors en quoi c'est gênant? Je définis qu'est-ce que c'est un juif,
l'identité juive, et donc je définis effectivement que ceux qui sont dans la définition, c'est des juifs, et les autres pas. Mais à ce moment-là, nous dit Manitou, est-ce qu'on ne risquerait pas d'exclure, de par la signification des termes employés, c'est-à-dire peut-être que nous n'avions pas l'intention, dans le cadre de notre définition, d'exclure tel ou tel individu qui se réclame de l'identité juive, mais on l'a quand même exclu parce que nous avons la nécessité d'utiliser des termes, c'est-à-dire d'utiliser un langage, des mots. Quand on utilise des mots, il faut savoir que les mots ont une signification qui est extrêmement précise. À partir du moment où nous affirmons que juif, ça veut dire, par exemple, celui qui porte une kippa, c'est un homme qui porte une kippa. À partir du moment où il va porter un chapeau, c'est pas un juif. Parce que les termes qui veulent dire kippa, c'est kippa, pas chapeau. Et donc, ce que nous dit Manitou, si on prend maintenant la définition de l'identité juive, la définition du juif, et qu'on l'explique, qu'on la peaufine au point qu'on puisse véritablement en donner tous les tenants et les aboutissants, il n'en demeure pas moins qu'on risque d'exclure un juif. C'est-à-dire, on risque de définir quelqu'un de particulier qui est juif parce qu'il se réclame de l'identité juive, mais il serait, par notre définition, hors du peuple juif. Et donc, la Manitou nous dit, toute définition que nous allons devoir donner ne risque-t-elle pas d'être véritablement agressive envers les juifs globalement, puisqu'elle risque d'exclure une partie du peuple juif de par ses définitions. Je vous en donne une par exemple très facile. Être juif, c'est celui qui accomplit la Torah et les mitzvot. Ce qui veut dire que tous ceux qui n'accomplissent pas les mitzvot sont nécessairement non juifs, même s'ils se réclament du peuple juif. Sont juifs tous ceux qui ont une mère juive. Ça pose un problème au niveau de l'identité, pas au niveau de la halakha. La halakha, elle est ce qu'elle est. La halakha dit, pour être juif, il faut que tu aies une mère juive. Mais à partir du moment où on dit cela, quelqu'un qui aurait vécu comme juif toute sa vie serait exclu automatiquement parce que sa mère n'est pas juive, etc., etc. Donc, nous dit Manitou, il va falloir faire très attention parce que donner une définition théorique risquerait, par la définition même de ce que c'est une définition, d'exclure des gens qui sont malgré tout juifs. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est de ne pas donner une définition théorique. Donc, faites très attention. On ne doit pas donner une définition théorique de ce que c'est être juif. Et alors, la question qui va se poser à nous tout de suite, c'est, mais alors, de quelle définition parle-t-on? De quoi parle-t-on? Si l'identité juive ne peut pas être une phrase qui dit c'est celui qui a une mère juive qui fait les mitzvot et qui met une kippa et qui a une chemise blanche, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va dire? Manitou nous dit donc qu'il faut faire absolument très attention. On va se retrouver donc maintenant avec un véritable problème qu'il va falloir résoudre, c'est-à-dire on voudrait bien définir ce qu'est l'identité juive, mais sans en donner aucune définition. On ne veut pas en donner aucune définition. Et donc, on est un petit peu bloqué. C'est le moins qu'on puisse dire. Je continue. Ligne 6. Vu le caractère anormal de notre insertion présente dans notre propre histoire, nous risquons systématiquement un décalage entre les termes de la définition et les personnes concrètes. Manitou va aller encore plus loin maintenant et va nous dire, il se pourrait bien qu'effectivement, toute définition théorique est par hypothèse ou par définition fausse. Pourquoi? Parce que nous avons un caractère anormal de notre insertion présente dans notre propre histoire. Être juif, ça ne considère pas, ou l'identité juive, n'est pas à considérer uniquement du point de vue de ce que l'idéal de la théorie qui est décrit par la définition, par exemple, celui qui met une kippa. Quand on dit ça, donc c'est ça
a priori la définition. Mais il faut savoir, nous dit-il, que nous-mêmes, en tant que juifs, nous avons véritablement un caractère anormal de s'insérer dans notre histoire. Ce qui veut dire le fait qu'il existe des individus, des personnes concrètes que Manitou nomme ici, c'est-à-dire qu'il y a des juifs qui existent, mais qui, du point de vue de l'histoire du peuple juif, ne sont pas absolument, complètement à l'intérieur de l'évolution historique du peuple juif, fait que, même quand je pense que la définition est rigoureuse et bonne, il n'en demeure pas moins qu'il peut se trouver des gens qui sont juifs sans être véritablement dans l'histoire juive. Donc, si l'histoire juive est décrite par ce que nous appelons ici une définition, eh bien, il y a des juifs qui ne sont pas insérés dans l'histoire. Par exemple, on pourrait dire que l'histoire du peuple juif aujourd'hui, c'est ce que pense Manitou, passe par l'aventure sioniste. Eh bien, celui qui ne serait pas dans l'aventure sioniste, si je définis être juif par le sionisme, serait nécessairement en dehors. Mais pourtant, il est juif. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on ne pourrait le retrouver à l'extérieur. Et il rajoute une phrase, c'est moi, donc, tous les caractères gras et les couleurs, c'est de moi, dans le texte, il n'y a pas. Ici, nous dit-il, le vouloir être prime le savoir être. C'est-à-dire, je vais l'expliquer de manière fausse, mais pour pouvoir commencer par quelque chose, le fait de vouloir être juif est plus important que savoir ce que c'est qu'être juif. L'identité juive ne se définit pas nécessairement, uniquement par savoir qu'on est juif, mais par vouloir être juif. Ce n'est pas exactement ce que dit ici Manitou, mais c'est pour commencer. Et donc, il continue en disant, en ce sens, nous ne pouvons retenir que des critères négatifs. Être juif est une situation de fait, c'est la réalité, on est juif, qui répugne à une définition directe, à moins de prendre le temps de décrire l'identité d'Israël telle que la Bible la raconte et telle que l'histoire l'incarne, jusque dans les plus petites ramifications de détails. C'est-à-dire, comment pourrait-on définir, il ne dit pas définir, mais décrire. Je pourrais décrire que ce qu'est l'identité d'Israël, mais à ce moment-là, j'ai un petit problème. C'est que ça ne suffit pas de dire l'identité d'Israël, regardez la description d'Abraham, ou celle de Yitzhak, ou celle de Yaakov. Ça ne suffirait pas, parce qu'il faudrait en fait dire, vous devez lire les descriptions de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron, Myriam, etc., etc., et vous allez comprendre ce que c'est que l'identité juive. Vous ne pouvez pas comprendre l'identité juive à partir d'un personnage. C'est ce qu'il appelle ramification de détails. Ce n'est pas suffisant de lire la description d'un personnage pour dire voilà la description du juif. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup plus que ça. C'est pour ça que la Bible la raconte. Elle raconte l'évolution de l'identité juive. Ce qu'on a vu très souvent déjà dans ses cours sur Manitou, quand on a vu comment Manitou nous rappelle qu'il y a des mutations d'identité, des évolutions d'identité, c'est-à-dire que l'identité juive prend des formes extrêmement compliquées, et comme il nous l'a dit, il y a souvent un décalage entre ce que l'on voudrait définir comme être juif et le fait que les identités juives qui véritablement se réalisent dans l'histoire sont nécessairement différentes. On pourra toutefois, comme le fait le Talmud, nous dit Manitou, prendre acte des différentes manières de rompre le lien d'identité qui nous relie à notre histoire. Ça, c'est possible. Et encore, au bénéfice d'une vérification très lucide de la portée d'une telle négation. C'est-à-dire, on pourrait effectivement dire, être juif, c'est ne pas faire telle ou telle chose, ne pas dire telle et telle chose, ne pas accomplir telle et telle chose. Mais encore, dit-il, il faudrait comprendre exactement qu'est-ce que c'est que cette négation ne pas, c'est-à-dire rompre le lien d'identité qui nous relie à notre histoire. Le véritable problème, dit Manitou, est le suivant. Étant donné l'identité juive qui se présente d'abord à nous comme un destin, ce que Manitou a dit plus haut quand il a parlé du vouloir être, c'est-à-dire le fait d'accepter un destin particulier, c'est ça vouloir être. Je veux être juif, j'accepte de prendre sur moi
une certaine destinée, une certaine histoire, une certaine participation à l'histoire. Eh bien, dit-il, la question étant, et devient donc, étant donné l'identité juive qui se présente d'abord à nous comme un destin, y a-t-il une manière de transformer ce destin, le vouloir être, en une destinée lucidement assumée, à savoir le savoir être? C'est-à-dire, peut-on trouver une description, je rajoute dans mes mots à moi, mais c'est pour que ce soit plus clair, une description scientifique, rigoureuse, véridique de ce que c'est qu'un juif, afin que ce que nous vivons comme le destin de l'identité juive soit aussi quelque chose que l'on peut comprendre, saisir, avec des termes qui, même s'ils ne sont pas des termes d'une définition, seront au moins des termes descriptifs qui soient suffisamment clairs et véridiques pour nous donner une certaine intuition de ce que doit être l'identité juive. Peut-être se présentera-t-il de plusieurs manières, et en ce cas, quelle est la plus authentique, c'est-à-dire celle qui possède le plus de chances d'efficacité. On ne peut pas parler de vérité, mais d'efficacité. C'est-à-dire, l'efficacité ici, c'est-à-dire que cette définition, cette destinée assumée, soit la plus proche, qu'elle colle le mieux au terme de la réalité même de ce que nous sommes à partir du moment où on peut dire comme ça, définissons nous-mêmes comme participants à l'identité juive. Donc, en fait, ce que l'on découvre là, dans ce texte, est étonnant, très étonnant de Manitou, c'est qu'il semble dire qu'il n'est pas possible de définir l'identité juive, et peut-être que toutes les toladotes, les engendrements dont il parlait dans ses cours extrêmement souvent, c'était la définition de l'identité juive, au fait, peut-être, aux yeux de Manitou. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de donner une définition précise avec une majeure, une mineure, etc., comme on le faisait au temps d'Aristote par le syllogisme, mais c'était définir, décrire plutôt une certaine identité, la décrire, afin que ce que nous vivons comme destin juif devienne maintenant une destinée lucidement assumée, c'est-à-dire que nous comprenions de quoi nous parlions. Mais pas plus que ça. Il ne s'agit pas d'essayer de définir, de donner une véritable définition. Et donc, sa question de savoir, mais alors qu'est-ce que c'est que l'identité juive? Précisément, on ne peut pas y répondre, a priori. Ce n'est pas quelque chose auquel on peut répondre. La définition de l'identité juive, c'est y être, c'est être dedans. C'est ça la définition. Tu dois être dans l'identité juive. Tu dois y être. Quand tu es à l'intérieur de l'identité, quand véritablement tu la vis comme un destin historique, comme un destin existentiel, à ce moment-là, tu es capable de dire ce qu'est être juif. Et si tu veux essayer maintenant de le théoriser, il ne te reste que la possibilité de le décrire de la manière la plus véridique possible, afin de savoir ce que tu vis, ce que tu entends quand tu parles du destin en tant qu'identité juive. Donc, Manitou semble faire ici quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire de nous dire il n'est pas possible, a priori, simplement de définir ce qu'est l'identité juive. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui, pas dans ce que je vais dire évidemment, mais dans le texte, parce que il y a un problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, j'ai dit la semaine dernière qu'il y avait beaucoup de guillemets, c'est vrai, mais à part les guillemets, il y a quand même quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a interpellé. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je reviens un peu dessus, c'est, on peut dire, la phrase clé de tout ce paragraphe. Dans tout ce paragraphe, tout tourne autour de ce que Manitou dit quand il dit « le vouloir être rime le savoir être ». C'est une très très belle phrase, vraiment bien écrite, on ne peut pas le dire. Elle est vraiment bien choisie. On a vraiment l'impression que quand il a écrit cela, il avait véritablement trouvé les mots qui exprimaient ce qu'il avait à dire. Je n'ai pas assisté à la conférence. Yosef, qui l'a assisté, peut-être s'en rappelle-t-il ou peut-être peut-il en faire une remarque. Mais cette phrase-là, elle n'est pas de lui. Elle est mamache, pas de lui. Où est-ce qu'elle se trouve, cette phrase-là? Eh bien, elle se trouve dans toute la littérature existentialiste de l'époque, dans les années 60. Parce que les termes vouloir être et savoir être, ce sont des termes que l'on retrouve
sous cette forme-là ou sous une forme équivalente chez pratiquement tous les existentialistes de l'époque, Camus, Sartre, Beauvoir, etc., etc. C'est-à-dire qu'ici, en 1960, Manitou n'avait pas du tout l'intention d'écrire une belle phrase comme ça, mais il utilise les termes vouloir-être et savoir-être qui sont des termes, j'aurais pu dire, consacrés de la philosophie existentialiste et qui ont un sens dans la philosophie existentialiste. Et donc maintenant, dans ce petit passage très court, nous allons devoir essayer de comprendre qu'est-ce que Manitou veut faire en nous interpellant par l'intermédiaire de la philosophie existentialiste. Il n'était certainement pas existentialiste lui-même, puisque Manitou critique les positions de Sartre, notamment sur l'identité juive, dans lequel il exprime de manière extrêmement virulente son désaccord, ou plutôt son opposition à la définition de Sartre du juif, qui est dans cette définition sur l'antisémitisme, par lequel il définit le juif. Le juif, c'est en fait le produit de l'antisémitisme. Et donc, nous dit Manitou, clairement, il est contre. Mais là, la phrase « vouloir être » qui prime le savoir-être, c'est trop proche de ce que l'on pouvait découvrir à l'époque. C'est pour ça que je vais me permettre maintenant d'essayer de comprendre ce que l'on veut dire ici, pour essayer de cerner de façon plus claire ce que Manitou entend par le vouloir être juif qui prime le savoir-être juif. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que c'est que ce vouloir être juif et qu'est-ce que c'est que ce savoir être juif? Alors, tout d'abord, ce que l'on peut dire, c'est que si vous l'avez remarqué, dans ce texte, Manitou, en fait, nous dit, et peut-être je vais le définir en 5 points. Dans ce petit bout de texte qu'on vient de lire, il y a 5 points principaux. J'aurais pu dire 5 points que Manitou souligne. Je m'excuse pour le bégayer. Voilà ce qu'il nous dit. Premièrement, il faut éviter les définitions théoriques parce qu'on risque d'exclure certains individus qui se revendiquent eux aussi de l'identité juive. Et donc, il nous dit qu'il faut faire très attention. Il y a un risque de décalage entre la définition et la personne concrète. Mais il rajoute quelque chose d'extrêmement important. Premier point, le décalage entre la définition théorique et l'identité concrète des Juifs, ça vient du fait que nous avons une insertion juive dans l'histoire qui est anormale. Pourquoi? Et cela, il faudra le comprendre. C'est-à-dire l'histoire, quand on parle de l'histoire, on parle évidemment, aux yeux de Manitou, pas seulement des événements historiques, on parle aussi de l'évolution des identités. Or, nous dit-il, l'insertion juive dans l'évolution des identités ne se fait pas de manière normale. On passe d'identité en identité, c'est-à-dire que nous avons une évolution d'identité. Le terme consacré chez Manitou, c'est mutation d'identité. Et s'il y a des mutations d'identité, ça veut dire que l'histoire dans laquelle ces mutations d'identité s'opèrent est une histoire qui est sans arrêt en évolution, sans arrêt en changement, en transformation. Dans une identité dynamique de transformation, y a-t-il une définition unique capable de recouvrir toutes ces transformations? C'est le premier point que soulève Manitou. C'est-à-dire, nous avons parlé de l'identité d'Abraham, puis de l'identité d'Yitzhak, puis de l'identité de Yaakov. Arrêtons-nous ici. Lequel des trois était juif? Mais lequel des trois? A priori, aucun des trois, puisque ça va continuer avec Yosef, puis continuer avec Moshe, puis continuer. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Mutation d'identité, si ça doit répondre à une définition, la définition valable de ce que c'est l'identité juive, c'est celle qui correspond à la personnalité d'Abraham, ou bien celle d'Yitzhak, ou bien celle de Yaakov. La réponse, elle est, il y a un caractère véritablement anormal de l'insertion juive. Ce n'est pas une identité dans laquelle on pourrait dire un Français, c'est un Français. Et puis voilà. Et tout reste là. Peu importe à quelle époque, peu importe comment, un Français, c'est un Français. Un Juif, ce n'est pas la même chose. L'identité juive, ce n'est pas l'identité hébraïque. L'identité hébraïque, ce n'est pas l'identité israélienne. L'identité hébraïque après l'identité israélienne n'est pas l'identité hébraïque qu'elle était au début, etc., etc. Donc, on voit chez Manitou nous dit, il y a ce caractère anormal.
de l'insertion juive dans l'histoire. C'est ça qui fait qu'on est à la recherche d'une identité. Comme si Manitou nous disait, nous attendons le Fils de l'homme, l'identité idéale. Mais cette identité-là, on ne l'a pas encore réalisée. Donc, aucune d'elles n'est véritablement l'identité juive. Existe-t-il une identité juive? Ce n'est pas sûr. Pas encore. Pas tout de suite. Il va falloir attendre. Il va falloir attendre les évolutions. Et petit à petit, on va y arriver. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Les autres, c'est beaucoup plus facile. Ils sont français depuis que la France est née, c'est-à-dire quelque part là-bas, dans, je sais pas, dans le 10e, 11e siècle, et les autres diront on est anglais ou on est allemand. Là, mais en Israël, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas juif seulement parce qu'on était au 15e siècle. Au 15e siècle, on était juif. Au 16e siècle, on était juif, et peut-être que ce n'est pas la même identité. C'est ça qu'il faut comprendre. Deuxièmement, c'est le point le plus important pour moi aujourd'hui, il y a une primauté du vouloir être sur le savoir-être. Deuxième point. Donc, premier point, on a dit, la définition théorique ne correspond pas avec la réalité. Deuxièmement, le vouloir être juif est plus important dans la définition de l'identité que le savoir être juif. C'est ça ce qu'il veut dire ici. C'est-à-dire que dans le contexte de l'identité juive, le vouloir prime sur le savoir. Ça veut dire que la dimension subjective de l'identité, l'engagement personnel, l'expérience individuelle sont considérés comme beaucoup plus importants que la définition théorique, j'aurais pu dire rigide et bloquée, monolithique. C'est-à-dire, on ne parle pas ici d'une définition, mais l'identité juive se définit, mais ce n'est pas une définition, par la subjectivité de celui qui s'affirme comme juif, son engagement personnel dans l'histoire juive et l'expérience individuelle qu'il crée et qu'il vit en tant que juif. C'est plus important. C'est sa façon d'être juif. Je vais utiliser un terme que vous vous rappelez certainement des autres thèses que nous avons étudiées, la manière d'être homme que l'on appelle Israël. La manière d'être homme, c'est ça l'identité juive. C'est plus important la manière d'être homme que de définir par, je ne sais pas, la taille, le poids ou la généalogie. Et évidemment, va se poser le problème de savoir, subjectif, c'est pas objectif. Subjectif, ça dépend de qui, de quoi. Qui c'est qui dit que c'est bon? Qui c'est qui dit que ma subjectivité, elle est vraiment dans le bon chemin? On va en parler par la suite. L'identité juive, en fait, nous dit Manitou, et ça, c'est encore beaucoup plus peut-être marquant, et je suis toujours dans le deuxième point, sur le vouloir face au savoir. L'identité juive nous est présentée par Manitou ici comme une situation de fait. C'est quelque chose qui est là, qui est présent, mais ce n'est pas une définition directe. Alors, comment peut-on véritablement comprendre de quoi on parle? Comment peut-on véritablement saisir ce qu'est véritablement cette identité juive si à chaque fois qu'on en parle, on dit oui, d'accord, mais ce n'est pas ça. Okay, c'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Réponse de Manitou, eh bien, tu n'as qu'à regarder ce qu'est l'identité juive telle que la Bible, la Torah le décrit, et telle qu'elle est vécue par les Juifs dans l'histoire juive. C'est ce que nous dit Manitou. Cherche donc la définition, non pas dans le dictionnaire, non pas dans je sais pas moi, dans un traité métaphysique, théologique de définition qui va nous expliquer ce que c'est, mais regarde ce que la Torah nous décrit et regarde la façon dont les Juifs vivent la Torah dans l'histoire. C'est pour ça que, j'ouvre une parenthèse, Manitou va jusqu'au bout de sa définition, qui n'en est pas une d'ailleurs, mais de sa définition, quand il nous dit ce qui est véritablement important, c'est savoir lire les engendrements, les toladot, tels qu'ils sont décrits dans le livre de Bereshit. Vous allez lire le livre de Bereshit et vous allez y découvrir qui vous êtes. C'est ce que veut nous dire ici Manitou. Ne cherchez pas une définition. Lisez la Torah, découvrez le Mikra, c'est-à-dire la lecture de la Torah, et vous allez trouver dans la lecture de la Torah du Sefer Bereshit, vous allez y trouver les réponses à vos questions, mais pas sous forme d'une définition, sous forme d'une description dans la Torah, et telle que, évidemment, l'histoire juive s'est faite ensuite
dans les siècles qui ont suivi la Torah, c'est-à-dire la Torah chez Birtav. Troisièmement, alors quel est le problème central? La question n'est donc plus maintenant qu'est-ce que c'est que l'identité juive, puisqu'il nous a dit qu'il n'y a pas de réponse. On ne peut pas y trouver une réponse. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est savoir s'il est possible de transformer le destin vécu existentiel de l'identité juive en une destinée qui serait comprise, saisie, avec une certaine intuition ou une certaine compréhension, une intellection, on dirait peut-être en un terme un petit peu trop philosophique, peut-être, une certaine science. Y aurait-il une science de l'identité juive, mais une science qui serait due à une transformation? Je transforme ce que je vis au quotidien et j'en fais une science. J'ai la science du vécu, la science de l'existence, d'où son rapprochement avec la pensée existentielle, évidemment. Il dit évidemment que l'identité juive, c'est une manière d'être homme, c'est-à-dire qu'il y a différentes manières d'exister. Et donc, la question qu'il nous a posée à la fin de son texte, c'était il faut trouver une méthode qui puisse nous définir quelle est effectivement cette manière d'être homme qui est la plus authentique. Mais quand il parle d'authentique, il rajoute efficace, parce que l'authenticité, ce n'est pas la véracité, et l'efficacité n'est évidemment pas la justesse. Il s'agit de deux choses complètement différentes. Il faut trouver une authenticité, c'est-à-dire ce qui est en rapport avec véritablement l'être même de l'identité juive, et l'efficacité, c'est-à-dire trouver une manière d'être homme qui soit capable efficacement de révéler ce qu'est cette identité juive au quotidien dans la vie. J'arrive maintenant au dernier point, quatrième point. Eh bien, dans ce quatrième point, on est obligé d'admettre que Manitou nous dit ici qu'il faut savoir comprendre que l'identité juive possède un caractère dynamique. Elle n'est pas statique. Et d'où l'importance de retrouver de manière authentique et efficace la façon de transformer ce que l'on voit dans la réalité dynamique de l'identité juive en quelque chose qui soit assumé, mais pas quelque chose qui soit défini. Et donc, nous dit-il, il faut savoir définir exactement notre travail sur notre identité afin de comprendre ce que véritablement nous recherchons. Manitou nous dit, nous ne recherchons pas une définition de l'identité juive. Quand je viens dans cet exposé, dit Manitou, vous explicitez ce que je pense être l'identité juive, je n'ai pas l'intention de vous donner véritablement une explication qui soit une explication rationnelle définitive. Je veux au contraire vous éveiller à ce qu'est l'identité juive dans le vécu quotidien de l'histoire du peuple juif, et cette histoire vécue, mais explicitée à la lecture, grâce à la lecture de la Torah chez Birtav, notamment du livre de Bereshit. Et donc, c'est véritablement, comme il le dit, un caractère dynamique de l'identité qui est ici mis en place, et pas du tout une définition, aussi belle soit-elle, et surtout aussi forte soit-elle du point de vue de la logique. Ce que l'on peut déjà voir a priori, après ces 4 points, qui me semblent ressortir simplement de ce petit morceau de l'intervention de Manitou à l'époque, c'est que Manitou a une approche de l'identité juive qui est absolument différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. En général, aujourd'hui notamment, c'est très très fortement appuyé et on y insiste énormément, notamment dans toutes les discussions que l'on entend aujourd'hui en Israël autour de la réforme judiciaire, je ne sais pas, des lois qu'ils veulent faire maintenant. On essaye de trouver des définitions, on essaye de donner des définitions précises. De quoi parle-t-on? Qui va être là? Comment ça va être? Manitou nous dit, l'approche de l'identité juive doit nécessairement être, premièrement, pragmatique.
Il faut regarder la réalité des choses. Parce qu'on n'a pas encore expliqué, mais il va falloir le faire par la suite. Il nous parle qu'on peut exclure des gens qui se disent juifs. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, il faut être pragmatique. Il y a des gens qui sont juifs parce qu'ils le disent. Ils le pensent, ils le vivent. Donc, je ne peux pas leur dire, vous n'avez pas de kippa, donc vous n'êtes pas juif. Oh, vous n'habitez pas en Israël, donc vous n'êtes pas juif. Ce n'est pas suffisant. Il va falloir arriver à mettre ici tout le monde à l'intérieur de cette identité juive et ne pas exclure quelqu'un. Parce que la réalité est que ne pas habiter en Israël, ça n'empêche pas d'être juif pour cela, et ne pas mettre de kippa, ce n'est pas non plus un problème pour être juif. Donc, premièrement, pragmatique, et deuxièmement, extrêmement nuancé. Donc, son approche, elle est très nuancée. Il ne veut absolument pas donner un caractère, j'aurais pu dire définitif, monolithique à sa définition. Donc, pour lui, il faut savoir chercher plutôt sur le plan de l'expérience individuelle, de l'engagement personnel et évidemment de l'histoire collective telle qu'elle est lue dans la Torah de Shebirtav, notamment par l'intermédiaire du livre de Bereshit. Manitou nous dit encore de faire attention. Le fait que nous n'ayons pas un rapport avec l'histoire qui soit un rapport simple, mais comme il dit anormal, dans lequel il y a des situations dans lesquelles on est juif mais on n'est pas en Israël, on est juif mais on est en Israël, on est juif mais on n'est pas religieux, on est juif mais on est religieux, etc., etc. Tout ça montre qu'il faut une approche nuancée, flexible, c'est-à-dire comprendre cette identité de l'intérieur et pas non plus la fixer de l'extérieur à partir de critères théoriques qui, effectivement, ne sont pas toujours suffisants et surtout risquent d'exclure une certaine partie de gens. Alors, ce qui est important en tout cas, je dis pourquoi en tant que ce qui se passe aujourd'hui dans les très grandes polémiques qu'on entend aujourd'hui en Israël, ce qui est extrêmement important, c'est que Manitou nous dit tout de suite, la première chose à faire, c'est surtout ne pas donner des définitions, toi tu es dehors, toi tu es dedans, etc. Et c'est la première chose à faire. Ok, maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que Manitou veut nous dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire du vouloir-être et du savoir-être. C'est-à-dire, en quoi l'expérience subjective est plus importante que le savoir-être, c'est-à-dire la définition objective. Pourquoi c'est effectivement comme ça et à quoi ici Manitou semble se rapporter? Eh bien, tout d'abord, il est difficile de ne pas voir dans la définition de Manitou quelque chose qui nous rappelle, en tout cas de par les termes qu'il utilise, comme je le disais, l'atmosphère existentialiste des années 60. C'est-à-dire que la terminologie de Manitou ici, elle est un peu parallèle à ce que l'on trouve dans la pensée existentialiste, notamment la pensée existentialiste qui insiste sur l'expérience individuelle, donc, et maintenant je rentre un petit peu dans l'existentialisme, l'engagement personnel, c'est ce que nous dit Manitou, des personnes qui s'engagent, qui prennent la responsabilité, la liberté du choix, ce sont des thèmes qui reviennent très souvent dans la pensée existentialiste. Et donc l'idée que l'identité juive est une situation de fait et que la seule possibilité, c'est une description détaillée de l'identité, ça nous dit qu'il faut commencer à réfléchir un petit peu comme les existentialistes. Et dans cette perspective, l'identité juive, donc, elle est ancrée dans l'histoire, mais elle est ancrée dans l'histoire quand on décrit cette histoire à partir des récits de la Torah, du récit du Sefer Bereshit, qui nous ont donné une manière d'interpréter ce que nous voyons et ce que nous considérons comme la situation de fait. Il ne suffit pas de dire « je vois des Juifs qui évoluent, je vois des Juifs qui font des choses ». Je dois absolument lire la réalité avec les lunettes de la Torah, c'est-à-dire avec les lunettes de la Torah qui me donnent la possibilité de discerner ce qu'est l'identité juive en action. Parce que c'est ça qui est important. Je recherche chez les hommes une certaine action. Et donc, cette approche de Manitou va donc mettre en évidence que l'identité juive est riche, ben oui, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron, Shlomo, etc., etc.
Ce n'est pas une identité aussi simple que cela. Quand on parle d'identité française, bon, ben, il n'y a pas grand-chose à dire, à part peut-être le langage, la carte d'identité, l'endroit où on habite, etc. Il n'y a pas grand-chose. Là, on va trouver une richesse qui n'existe pas dans les autres identités. On va parler de quelque chose d'extrêmement exceptionnel. Tous ceux qui maintenant participent à ce cours relèvent de l'identité juive, chacun à sa manière. Il y a des identités juives différentes maintenant, peut-être. Et donc, cette identité-là, elle est pour Manitou quelque chose qui doit émerger. Mais émerger de quoi? D'une interaction permanente entre nous, les individus, l'histoire, la Torah et les récits du Tanakh, tels que le Tanakh les raconte. Et donc, ce qu'il veut, c'est qu'il faut tenir compte, nous dit-il, de la complexité de ce qu'est l'identité ou les identités juives, les évolutions de l'identité juive dans le temps. Il faut tenir compte de cette subjectivité et de cette complexité. Sans cela, on essaye en fait de donner un moule dans lequel tous les juifs doivent rentrer, mais en fait, on ne pourra jamais trouver un moule unique. Il va falloir, au contraire, préciser, décrire, donner, grâce à la Torah, à l'identité juive, j'aurais pu dire, un contexte dans lequel les choix personnels de chacun sont véritablement inclus. Et donc, c'est dans cette perspective-là que le vouloir être, véritablement, est mis en avant. Pourquoi le vouloir être, nous dit Manitou? Parce que le vouloir être, c'est la volonté individuelle de se définir, de s'engager dans une existence authentique en tant que juif. Je reviens sur la définition. Le vouloir être, c'est la volonté individuelle de chacun d'entre nous de se définir en tant que juif, mais pas dans une définition théorique, se définir en tant que celui qui s'engage dans une existence authentique en tant que juif. C'est ça ce que Manitou veut dire ici. Il faut savoir donc que ce vouloir être va permettre à chaque individu, à chacun d'entre nous, de s'exprimer librement, de reconnaître, revendiquer une identité juive selon ses propres termes et en fonction de sa propre histoire personnelle. D'où le désir absolu de Manitou n'excluait absolument personne. Il y a des équations personnelles qui sont des équations juives, mais elles ne sont pas nécessairement toutes les mêmes. Et donc, ce vouloir-être va permettre de créer des liens authentiques et favoriser en même temps une compréhension mutuelle entre les individus qui sont évidemment différents. Est-ce que par là, on ne retrouverait pas ce que Manitou nous avait déjà dit quand il nous avait dit la Kdusha, le Ben Adam, celui que nous attendons, l'homme que nous espérons voir, est-ce que ce n'est pas au fond en résolvant l'équation de fraternité qu'on va véritablement pouvoir le mettre à jour? Est-ce que ce n'est pas précisément l'équation de fraternité qui est un des piliers de la pensée de Manitou, qui va nous expliquer que être frère, ça veut dire reconnaître le fait que mon identité juive est aussi authentique que celle de mon frère, même si ce n'est pas la même. C'est celle de quelqu'un d'autre. Mais il est mon frère parce que lui aussi a ce vouloir-être qui consiste à vouloir s'engager dans une existence authentique en tant que juif. C'est ça justement que Manitou nous propose ici. Vous allez voir que on ne va pas en finir là. Il va y avoir encore d'autres évolutions. Mais déjà, on voit que le départ de Manitou n'est pas sur le plan de la théorie, de la philosophie, de la théologie. Il est sur le plan de véritablement la relation particulière que chacun d'entre nous entretient avec sa façon d'être juif. C'est peut-être, à mon avis, ce que Manitou nous a expliqué ici, la plus belle définition de ce que nous avons lu par ailleurs dans les autres textes de Manitou quand il parlait d'une certaine manière d'être homme que la Torah appelle Israël. C'est une manière d'être homme. À l'époque, on avait noté ça comme, oui, une manière d'être homme, c'est-à-dire c'est la définition d'Israël, c'est la façon d'être homme selon la Torah. La réponse de Manitou est beaucoup plus nuancée que cela. C'est une manière d'être homme, c'est-à-dire c'est un certain engagement
qu'on appelle Israël, mais Israël, c'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Jacob. On peut être Israël comme Abraham, on peut être Israël comme Yitzhak, on peut être Israël comme Jacob, Moshe, Shlomo, David ou quelqu'un d'autre. Peu importe. Donc, il dit, c'est pas impossible. Donc, il y a une manière d'être homme qui s'appelle Israël, mais qui est globalement réalisée dans la réalité. La normalité dont nous parle Manitou, la normalité de la façon dont cette identité se réalise dans l'histoire, d'où vient-elle en fait? Eh bien, nous dit-il, c'est parce que l'histoire, dit Manitou, l'histoire d'Israël est une histoire extrêmement particulière. C'est une histoire dans laquelle il y a eu des périodes d'oppression, il y a eu des périodes de dispersion, il y a eu des périodes d'exclusion. Ce n'est pas une histoire simple, ce n'est pas l'histoire des Français. L'histoire des Français, elle se passe dans l'Hexagone, et un point, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Par contre, l'histoire d'Israël, elle n'est pas seulement dans les frontières d'Israël. Elle a passé par beaucoup de péripéties qui ne sont pas toutes véritablement positives ou certainement pas joyeuses. Donc, il nous dit, c'est précisément par ça qu'il y a une certaine anormalité. On n'a pas une histoire normale. Nous sommes un peuple, comme dit le Maharal de Prague, qui a été exilé de sa terre. Nous avons été exilés. Rien de plus anormal que d'être exilés. C'est pour ça, nous dit le Maharal de Prague, que le verbe qui veut dire exil, c'est gala. Gimel, lamed, hei. C'est comme ça qu'on est dit en hébreu, exilé, galout, gala. On a exilé. Gimel, lamed, hei. Nous dit le Maharal de Prague, gala, ça veut dire gimel, lamed et un hei. Qu'y a-t-il dans le hei? Pourquoi y a-t-il un hei à la fin? Il y a un et à la fin, parce que nous dit le Maharal de Prague, et c'est le chiffre 5. 5, ça veut dire les 4 points cardinaux et le centre, celui qui est au centre. C'est-à-dire, il y a dans la galoute, nous dit le Maharal de Prague, il y a la dispersion. Le hé ressent, mais une dispersion aux 4 points cardinaux, mais avec un centre qui reste là. C'est-à-dire, je pourrais essayer de paraphraser le Maharal, je dirais, il y a donc 4 points cardinaux d'identité juive différentes maintenant. On va partir en galoute, on va tous être différents un petit peu, mais il y a un point central, lequel, ce point central qui est là, c'est celui qui réunit tous ces gens qui partent en exil et qui leur donne l'espoir véridique qu'un jour ils vont revenir et qu'ils vont reformer quelque chose qui sera l'unité d'Israël sur sa terre. Et c'est pour ça qu'il dit que la Géoula, ça s'écrit avec les mêmes lettres, sauf que Gimel, Lamed, Gaal, c'est Gimel et Lamed, les mêmes lettres, mais avec un Aleph au lieu d'un He. Le Gaal, avec son Aleph, vient nous dire que la Géoula, c'est quand on retrouve le point central et qu'on abandonne les 4 points cardinaux pour se représenter et se remettre au centre. C'est-à-dire, pour revenir à ce que dit ici Manitou, on a passé des périodes de dispersion, d'exclusion, d'oppression. Ce sont des mutations d'identité extrêmement profondes, mais qui ne me remettent pas en cause le fait que nous sommes Israël, nous avons l'identité juive, que ça soit en Galoute, que ça soit en Israël, que ça soit à l'époque de la Galoute ou à l'époque du retour en Israël. Il n'y a pas de différence, il y a simplement des mutations. Et donc, ces mutations nous permettent de retrouver à l'intérieur de l'histoire d'Israël des éléments qui vont nous redonner donc la force, on peut dire d'une certaine façon, de revenir à nous-mêmes, à notre identité, mais ce n'est pas la même pour tout le monde, chacun ayant le choix. Je vais juste rajouter quelques petits mots encore. Et dans un premier temps, on va essayer maintenant de comprendre le vouloir-être et le savoir-être, comment ça construit. Eh bien, premièrement, vouloir-être sous-entend que Manitou pense que l'individu, premièrement, est libre de créer sa propre identité grâce à ses choix et grâce à ses actions. Vouloir-être, ça veut dire poursuivre ses aspirations personnelles. C'est ça ce qui est essentiel dans l'identité juive. C'est-à-dire que l'identité juive respecte la liberté de l'individu et elle n'impose pas à l'individu d'être ce qu'il est, mais elle lui laisse le choix
par l'intermédiaire de la Torah, des mitzvot, de la conduite morale et éthique dans le quotidien, dont Manitou insiste sur l'importance capitale dans le cadre de la Torah. Et donc, l'action, l'agir, est quelque chose d'extrêmement important. L'agir, ce n'est pas simplement un passe-temps, mais c'est ce qui véritablement va créer l'identité de l'homme. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le cadre de l'existentialisme, il y avait une espèce d'aphorisme très courant qui consistait à dire que qu'est-ce que ça veut dire être? Alors, dans un aphorisme existentialiste, on disait la chose suivante. Une personne n'est pas ce qu'elle est. Elle n'est pas ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle fait. C'est-à-dire, je ne suis pas défini à l'avance par quelque chose. Je ne suis pas, on ne m'impose pas d'être ce que je suis. Je crée, je peaufine mon identité grâce aux actions que j'entreprends, grâce aux choix et aux délibérations que je fais. Et donc, il s'agit véritablement de quelque chose qui est personnel. C'est pour ça que le vouloir-être dont parle ici Manitou nous rappelle qu'il faut agir et que ce qui est important ici, c'est la volonté, le vouloir. Il s'agit de la volonté. La volonté, nous dit Manitou par ailleurs, ce n'est pas uniquement la volonté « je veux », mais il s'agit d'agir. À quel moment je sais que quelqu'un veut quelque chose? Eh bien, c'est quand il agit, quand il fait. Quelqu'un qui dit, j'avais entendu ça une fois du Rav Chaikin, Zichrono Livracha, Aix-les-Bains, qui disait, on ne dit pas d'un voleur que c'est quelqu'un qui veut voler, mais c'est quelqu'un qui vole. Ben, il dit c'est la même chose. On ne dit pas ici d'un individu qu'il veut être juif, on dit d'un individu qu'il est juif dans le vouloir. Le vouloir être, ce n'est pas simplement vouloir, mais c'est réaliser cette volonté, ces aspirations individuelles, en les étayant avec une capacité de choisir, d'agir en fonction des désirs et des valeurs que l'on découvre dans l'histoire, dans la Torah, dans les mitzvot, etc., etc. Donc, le vouloir-être, ce n'est pas du tout « je veux », mais c'est une dimension active, présente dans le sein même, dans l'intimité même de l'existence. Et donc, on peut dire de cette façon-là, si c'est dynamique, nous dit Manitou, si c'est quelque chose qui est actif, ça veut dire que j'ai la possibilité d'avoir une émouna dans le Mashiach, une émouna dans la Géoula, comme dit le Maharal. Il y a dans l'exil, dans les 5 directions en fait de l'exil, les 4 points cardinaux et le centre, il y a encore la possibilité de savoir qu'il y a quelque chose qui va pouvoir apparaître. Et c'est donc pour cela, à mon avis, que Manitou, dans cette définition du vouloir-être, insiste sur quelque chose d'extrêmement important. Si tu n'as pas de vouloir-être, alors il n'y a pas d'avenir et il n'y a pas de sens à la vie. Le vouloir-être, c'est justement cette dimension active qui me permet de me projeter dans l'avenir et de définir que je vais agir d'une certaine façon parce que je veux obtenir un certain résultat. Et pourquoi je veux obtenir ce résultat? Parce que je veux donner un certain sens à ma vie, à mon existence. C'est ça ce que je vais essayer de faire. Ma vie doit avoir un certain sens, une certaine signification, mais aussi une certaine direction. Et donc, ce que l'on retrouve ici, c'est que Manitou nous dit l'existence juive ou l'identité juive. Ici, dans ce cas-là, c'est pareil. Donc, l'existence juive, je rappelle que André Neher avait appelé son livre métaphysique l'existence juive, pas l'identité juive. Il a écrit un autre terme, un autre livre qui s'appelle l'identité juive. Mais le véritable livre, à mon avis, c'est l'existence juive. Eh bien, nous dit-il, c'est ça la dimension active qu'il faut rechercher, et c'est ça cette projection dans l'avenir avec la Géoula, et donner un sens à sa vie. Et c'est pour ça, nous dit Manitou, notamment, dans tous ses cours, que la Torah commence en nous disant « Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz » pour nous dire la création a un sens.
Il y a un Dieu, il y a une intentionnalité. Dieu a créé le monde, Dieu donne un sens au monde, Dieu a donné une signification. C'est cette définition que nous devons véritablement arriver à discerner, à décrypter. Et quand nous arriverons à la décrypter et à la réaliser dans notre existence, alors nous serons capables de passer à l'état suivant ou à l'étape suivante, c'est-à-dire une mutation d'identité dans le cadre de ce qu'est l'existence juive, c'est-à-dire l'identité juive. Pourquoi il a créé? Pardon? Pourquoi Dieu a créé le monde? Si je pouvais le savoir, je serais content de pouvoir vous répondre, mais malheureusement, je ne peux pas le savoir. Parce que là, c'est une conduite qui est conduite par Dieu, c'est-à-dire on n'a pas de liberté vraiment. Et là, bon, excusez-moi, ça me travaille. Ouais. Dieu a créé le monde, je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sais, c'est ce que nous avons à y faire. C'est ça ce que dit Manitou. On n'est pas là pour se demander théoriquement pourquoi Dieu a-t-il créé le monde. On est là pour se demander qu'est-ce que nous avons à y faire à l'intérieur de ce monde. Il dit là, oui, il y a un sens, il y a une signification. Il s'agit de, comme il l'avait expliqué souvent, d'arriver à faire un homme qui soit véritablement un Ben à Adam, c'est-à-dire trouver une solution positive à l'équation de fraternité, ce qu'il appelle aussi la Kedusha, la morale. Je peux dire quelque chose, je n'ai pas bien compris. Vous m'entendez? Tout à fait. Je n'ai pas bien compris deux mots que vous avez utilisés qui ne cadrent pas bien avec après ce que vous avez dit, qui était très souple, etc. Le mot science et le mot efficacité. Ça, c'est ma première question. Et j'ai aussi autre chose à dire, à savoir que dans un petit opuscule sur l'unité de la communauté, il me semble que, et je suis même sûre là, il dit la définition de l'identité par l'appartenance au peuple, ce qui est le critère de la halakha elle-même, garantit l'unité de principe de la communauté. Autrement dit, cette fois-ci, c'est l'appartenance à un peuple. D'accord. Alors attention, quand il parle de l'identité comme appartenance à un peuple, il ne s'agit pas de dire que c'est toute l'identité juive. Comme j'ai dit, c'est beaucoup plus souple. Il ne s'agit pas du tout seulement de dire j'appartiens au peuple, donc c'est ça qui me fait une identité. Mais quand je dis j'appartiens au peuple, c'est ça qui préserve l'unité, pas qui définit l'identité. Okay. Il n'a pas dit que ça définissait l'identité, il a dit que ça préserve l'unité. Oui. C'est ce qu'il veut dire. À part cela, l'efficacité dont parle Manitou, ici, c'est de dire la définition que nous allons essayer de trouver, c'est-à-dire la description de ce qu'est l'identité juive ou l'existence juive, qui, à mon avis, c'est à peu près la même chose chez Manitou. Eh bien, l'existence juive ou l'identité juive, ce qui va véritablement être le critère, ça ne va pas être un critère de vérité, c'est-à-dire adéquation entre quelque chose de théorique et quelque chose de réel. Ce n'est pas parce que je vais chercher maintenant, j'ai une définition du juif, et je vais donc chercher qu'est-ce qui, dans la réalité, correspond bien à ma définition. Ça, c'est la vérité. L'efficacité, c'est de dire non, je ne cherche pas quelque chose qui est identique dans la réalité à ce qu'il doit être dans la théorie. Mais l'efficacité, c'est que l'existence juive que je vis maintenant a l'efficacité de ce que l'existence juive, telle qu'elle doit être, telle qu'elle est décrite par la Torah, doit être présente dans l'histoire. Si l'existence d'Abraham a apporté quelque chose de positif dans le projet divin, il faut que mon existence ait la même capacité d'apporter quelque chose de positif. C'est donc au niveau de l'efficacité de mon existence qu'on va regarder si elle est effectivement en rapport, en relation avec celle d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Mais ça ne sera pas une définition théorique dans lequel on cherchera l'adéquation entre le réel et la théorie. Ok, d'accord. La question que je me pose, c'est de savoir si le problème de l'identité juive est un problème juif ou pas. C'est ça, oui. Parce que si on revient à votre définition tantôt, le vouloir-être qui dépasse le savoir-être, ça ne marche pas non plus. Parce que c'est vrai pour les goïms. Exactement, oui. Il y en a qui disaient je ne suis pas juif, et puis il y en a qui leur a rappelé non, tu n'es pas juif, mais
je suis juif quand même. Donc, c'est plus un problème juif. Ce qu'il va dire, ce que va faire Manitou, il va effectivement parler, on va le voir par la suite, du Stam Yehudi, auquel on va arriver bientôt, dans lequel il va dire c'est celui qui ne se pose pas la question parce que lui, il a tout de suite, il vit ou il assume son identité juive de manière plénière, et donc à partir du moment où il assume cette identité juive, il n'a pas besoin de se demander qu'est-ce que ça veut dire ou comment ça fonctionne. Il est déjà dedans. C'est un peu ce que je disais au début en disant on a l'impression, mais ce n'est pas seulement une impression, on va le voir, que qu'est-ce que ça veut dire l'identité juive? Il n'y a que les juifs qui peuvent savoir ce que ça veut dire. On a l'impression que c'est ça, et évidemment, par la suite, j'apporterai la critique, ma critique. Même pour un juif, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, parce que ma manière d'être juif et celle de mon voisin à côté, ce n'est pas du tout la même. Et on est exactement. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la flexibilité ou la nuance qu'il introduit à l'intérieur de cette définition. Attention, on n'a pas fini. Je dis tout de suite, on n'a pas encore fini tout le texte de Manitou. C'est pas encore fini. Il va encore parler, il va encore beaucoup évoluer. Enfin, pas évoluer dans le sens là, mais il va encore nous apporter beaucoup de précisions. Mais pour le moment, effectivement, il faut prendre fait que c'est ce qu'il affirme ici, en tout cas dans cette partie-là du texte. Je faisais tantôt tout à l'heure référence à mon souvenir, c'est vague, mais on sortait de là avec les juifs. Quiconque a une mère juive et dit « je suis juif ». On ne parlera pas des convertis à ce moment-là. Alors, c'est à ça qu'on était arrivé. Donc, on retrouve ici le vouloir être. Exactement. Et le reste, c'est bon, c'est génétique. Exactement, exactement. Il faut avouer, mais là, bon, je ne veux pas avancer sur la suite, il y a quand même, dans tous les cours de Manitou, il y avait quand même cette ambiguïté. C'est-à-dire, vous demandiez, est-ce que c'est seulement pour les juifs aussi, pour les non-juifs? Il y avait cette ambiguïté, parce que chez Manitou, l'universel, précisément, c'est ça l'identité juive. L'identité juive, c'est l'individu qui a pour identité l'universel. Donc, on ne sait pas exactement s'il est dedans ou dehors, ou s'il est les deux à la fois. C'est pour ça qu'il y a toujours un peu cette ambiguïté. Mais là, il me semble que dans ce texte-là de 1962, il va apporter une réponse intéressante. Oui, mais moi, je me pose la question, enfin, justement, oui. Dans l'identité juive, il faut peut-être d'abord finir de définir ce que c'est que l'identité avant d'ajouter le qualificatif juif. Donc, si on ne finit pas de définir ce que c'est qu'une identité, on va à chaque fois être sur des traverses un petit peu litigieuses, quoi. Parce qu'une identité, on a dit, c'était ce qu'on est, ce qu'on choisit, et c'est valable pour tout le monde. C'est pas que pour le juif. Alors ensuite, je dirais que nous, on a peut-être la chance d'avoir on a un mode d'emploi, c'est-à-dire que si on cherche à être le Ben Adam, si on cherche à être comment dirais-je, bien comprendre notre héritage, alors on a le chemin à suivre et c'est forcément dynamique et évolutif puisqu'à chaque moment de notre vie, on va découvrir et vous voyez ce que je veux dire, c'est que est-ce que de définir l'identité n'est pas… Tout simplement parce que je crois que Manitou, justement, veut éviter la question de la définition. C'est-à-dire qu'il ne veut pas rentrer dans la définition et c'est pour ça qu'il commence son texte. On va le voir qu'après, il va rester fidèle à ce choix. Il refuse de dire qu'il faut définir. Et donc, il ne rentrera pas dans la définition de l'identité juive. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Et parce que, comme j'en avais parlé, parce que j'avais dit qu'a priori, l'identité, c'est précisément quelque chose qui n'a pas de mutation. C'est comme ça que la définition d'une identité. L'identité, c'est l'identité mathématique, A égale A. Donc, il n'y a pas de mutation possible. A restera toujours A, il ne viendra jamais autre chose. Mais ça, c'est en mathématiques. Or, lui, il parle d'identité, donc c'est antithétique, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais donc, justement, il ne veut pas rentrer dans ce que c'est que l'identité, parce qu'il va nous expliquer que le Stam Yehudi, c'est justement celui qui n'a pas besoin qu'on lui dise ce que c'est que l'identité, puisqu'il la vit. Et comme je vous l'avais dit, il y avait une fois dans une interview dans laquelle on lui dit « Est-ce qu'on peut parler de quelqu'un qui habite en Chutz La'aretz comme quelqu'un qui est juif ?» Il a répondu « Peut-être pourrait-on parler de juifs normaux. » Oui, c'est ça, oui. Donc c'est ça, en fait, on pourrait parler du juif normal, c'est-à-dire celui qui est conscient et qui habite en Israël, etc. Pourquoi commencer à dire ce qu'il est ou il n'est pas là? Ouais. Enfin, disons que plutôt qu'une définition, c'est un périmètre, parce que je pense par exemple si on pense à la partie, comment dirais-je,
intelligence artificielle, etc., on essaye d'avoir le jumeau numérique d'une personne. Et donc, le jumeau numérique, c'est de pouvoir définir tous les éléments, mais c'est très vaste et c'est très… Et donc, c'est de bien tenir compte de toutes les informations, de toute l'image, enfin, de tout ce qu'on est, quoi. Et c'est la raison pour laquelle on est tous différents, parce qu'on a tous… Effectivement. C'est-à-dire, en fait, on pourrait dire que, peut-être en paraphrasant un peu Sartre, on pourrait dire être homme, c'est vraiment quelque chose de compliqué, mais être juif, c'est comme être homme, c'est pareil aussi. Là aussi, on va retrouver la même difficulté. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir définir. C'est comme si maintenant, on pouvait dire, alors qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Bah, franchement, je ne sais pas. Essaye d'être un homme, tu vas comprendre. C'est un peu ce que nous dit Manitou. C'est ça, oui. Très bien, merci. À la question de pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde, vous avez répondu que si vous le saviez, etc. Qu'est-ce que vous avez contre la réponse du Ramchal, l'Etiv, la Biriote? Ah, j'ai rien contre la truc, elle fait partie des autres réponses. Il y en a encore d'autres que le Harizal apporte. Le Harizal apporte plusieurs réponses dans lesquelles il dit c'est pour dévoiler le nom de Dieu, c'est pour, etc. Non, mais c'est pas la même chose, ça. Non, il y en a d'autres encore. Il y a d'autres réponses. L'intérêt de toutes ces réponses, c'est qu'elles donnent un cadre de pensée pour une action. Les types, la briotte, ça veut dire que je dois mettre en avant le fait que je dois être bon envers les autres. Dévoiler son nom, ça veut dire que je dois être quelqu'un d'intellectuel qui doit essayer de rentrer en contact avec Dieu. Les tilabiriotes, ça veut dire… Pardon? Les tilabiriotes, ça veut dire que je sois bien moi avec moi, que je sois en cohérence, que je sois congruent, que j'aspire au nirvana. On a des petits moments comme ça dans notre vie, moment Janaïla de Kippour, le dernier Vaya Abor, etc. Des moments d'intensité très forts. Oui. Bon, mais c'est ça en permanence, quoi. Peut-être, effectivement. Je sais pas, en tout cas, c'est-à-dire que je pense que il y a quelqu'un qui me demande, je suis très embêté que la terre, à savoir Israël, n'ait pas plus d'importance dans le fait d'être juif. Ah bah, ça fait beaucoup de choses qui en font partie. Et donc, la réponse, il n'y a pas la réponse que donne le Ramchal, c'est dans la direction de l'action que le Ramchal attend de voir un homme juif faire. C'est dans la question, dans la relation avec le Hétiv. D'autres diraient avec le dévoilement des noms. Le troisième dirait qu'on l'a fait pour résoudre l'équation d'identité. Chacun voit ça à sa façon et dans sa manière. Mais c'est justement pour nous dire qu'il n'y a pas une identité juive. C'est une façon d'être, une manière d'être homme. Ben, il répond mériter l'être. Ça, c'est la deuxième niveau. C'est une fois que vous avez reçu l'être, alors effectivement, il faut le mériter. C'est-à-dire, il faut admettre pourquoi il faut bien que j'en fasse quelque chose de cet être-là. Mais la notion de mérite, bon, on y reviendra peut-être dans un texte de Manitou. C'est une notion un peu compliquée. Pourquoi je mérite? Non, je ne mérite rien du tout, je n'ai pas demandé à être là. Merci beaucoup, Rav Uziel. Bakasha. Passionnant comme d'habitude. Toda Rabba.